Bonjour à toutes et tous. Merci de nous suivre pour cette discussion sur l'université entre violence et refondation. Dans la séquence que traverse le Sénégal, l'université a été un théâtre central d'affrontements. Loin d'être extrait de sa société, elle est à bien des égards un réceptacle des courants qui la traversent, où celle-ci se pense, se repense et se reconstruit. Ces derniers mois, la longue fermeture de l'université de Dakar et la mort d'étudiants tués par la police à Saint-Louis ont été le reflet d'une crise d'abord politique, plus largement de sens. Comment l'université s'en relèvera-t-elle et quelles perspectives pour sa refondation? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Néas Tunjai et Felwine Sarr. Néas Tunjai est docteur en sciences politiques, maîtresse de conférences titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, secrétaire exécutif du cercle de réflexion Nubinlan IRAP, une initiative de recherche et d'analyse panafricaine. Elle est également l'auteur de romans et de nouvelles, ainsi que membre du collectif des universitaires pour la démocratie. Felwine Sarr est universitaire et écrivain. Après avoir enseigné à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il est professeur titulaire des universités et agrégé en économie, il est actuellement professeur d'études romanes à l'université de Duke, en Caroline du Nord. Ses travaux académiques portent notamment sur l'écologie des savoirs, la philosophie contemporaine africaine, les politiques économiques, l'épistémologie, l'anthropologie économique et l'histoire des idées religieuses. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Afrotopia, aux éditions Philibré, et Restituer le patrimoine africain, avec Bénédicte Savoie, aux éditions Philibré et aux éditions du Seuil. Il est également le cofondateur de la maison d'édition Jimson et des ateliers de la pensée de Dakar. Alors, pour commencer, Felwine Deastou, quelle est votre appréciation globale de l'état de l'université avec un grand U au Sénégal aujourd'hui? Andreas. Merci beaucoup. Merci Florian pour cette invitation à cet échange. C'est un plaisir de partager cette discussion avec toi et avec Félune. C'est un grand plaisir. La situation, si on doit la décrire, je pense qu'on peut partir de l'avant-crise qu'on a eue ces derniers jours, c'est-à-dire à partir du 3 février. Je pense qu'on partira au moment où on a fermé l'université un peu avant même, si on peut dire. Dans la mesure où, depuis 2021, comme on le sait, la scène politique sénégalaise a été submergée de crises, de petites crises qui ont été à la cheville en fait de cette fermeture, comme on l'a vu. Fermeture qui a démarré, je pense, au mois de juin, donc ça a fait plus de 8 mois. Au mois de juin jusqu'à mars 2024, juin 2023, mars 2024, sans explication en fait valable. C'est ce qui fait que justement on puisse se poser la question de savoir finalement quelle est la place qu'on attribue à l'université au lieu de savoir, parce que l'université, en tant que telle, son but, c'est d'abord d'ancrer des savoirs, de les préserver, de les transmettre, mais encore une fois, de pouvoir en créer d'autres. Et du moment où on ferme tout ce qui est lieu de connexion, de savoir et de partage. Et c'est ce qui fait qu'on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que les politiques ont comme aperçu en termes de connaissances, en termes de partage, mais en termes aussi de qui est dans l'université. Parce que l'université, c'est pour les étudiants, c'est pour les enseignants, mais quel regard les politiques portent-ils à ces catégories-là? C'est quelque chose qu'on peut se poser comme question, d'autant plus que on a dit que l'université avait été brûlée. On a dit que l'université ne pouvait plus accueillir, n'était plus un lieu sécurisé. On le sait, l'université a toujours été un lieu de crise, un lieu d'ébullition en termes comment ça s'appelle, lorsqu'il y a forcément des crises politiques, ça se répercute dans le milieu universitaire. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est très lié à notre histoire depuis 1968 et un peu avant. On peut se dire
dire que cette fois-ci, ça a atteint un niveau un peu plus élevé, mais cela n'enlève en rien le fait qu'il n'y avait pas forcément une raison qui expliquait la fermeture pour 8 mois. D'autant plus que de ces 8 mois-là, on a absolument rien fait. On ne s'est pas posé pour discuter des problématiques qui pouvaient faire qu'on puisse réinventer une nouvelle université. Oui, en fait, j'irai dans le même sens, j'abonderai dans le même sens. Je pense que fondamentalement, le prétexte de la fermeture de l'université était très politique. En fait, on ne voulait pas que la vibration et la masse contestataire des jeunes, qui sont généralement anti-régime, anti-système, soient dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et constituent un foyer de révolte et de tension. C'est ça la raison. Après, euh, cette raison-là aussi, elle informe, comme Ndeye Astou l'a dit, sur la place que l'université a dans les imaginaires du politique. Comment est-ce que les politiques actuelles envisagent l'université, au lieu de l'envisager comme un lieu où la société se repense, réinvente ses imaginaires, se refonde. Elle a été envisagée depuis plusieurs années comme un lieu, un foyer de potentielle contestation qu'il fallait gérer. Et donc des jeunes qu'il fallait encadrer, dont l'effet de débordement et d'ébullition dans le corps social doit être contrôlé. Alors, et ça pose un vrai problème. Et 8 mois de fermeture, ce n'est pas 8 mois de rupture de cours, c'est des conséquences qui dépassent les 8 mois. C'est des étudiants qui ont eu le bac, qui n'ont pas pu ouvrir un horizon d'avenir, c'est des étudiants qui devaient changer de cycle, qui ne peuvent pas changer de cycle, c'est une déconnexion avec le calendrier académique mondial, mais c'est aussi une violence psychologique qui est faite à des jeunes qui sont dans un espace de savoir, de transmission, de construction de soi, d'édification, à qui on dit que ça ne compte pas en fait, que ce que vous faites ici, ce n'est pas important. Ce n'est pas important pour le corps social. Et le corps social, il peut se permettre de se passer de vous, de se passer de toute l'infrastructure, de se passer de tout ce qui se fait ici durant une année. Ça dit la hiérarchie des valeurs. Il y a des pays qui sont en guerre. L'Ukraine, je n'ai pas appris que les universités sont fermées. En France, durant l'occupation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale, bah, l'université était ouverte et le pays était en guerre, était sous occupation. Un certain nombre de profs d'université faisaient leurs cours le jour et le soir allaient pratiquer des opérations de résistance dans le maquis, de sabotage. Mais on n'a jamais considéré que la marche du savoir, de l'esprit, que les lieux du savoir et les lieux de l'esprit devaient être arrêtés. Et une société qui considère que ces lieux-là doivent être arrêtés pour des raisons qui, fondamentalement, ne me tenaient pas, ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus, ben, ça dit la crise du rôle du savoir dans le champ social et politique. Et je pense que c'est ce que ce gouvernement-là a indiqué clairement. Il a indiqué clairement l'importance ou la non-importance qu'il accordait à ce foyer du savoir. Donc, bien évidemment, les universités ont toujours été des lieux de contestation, des lieux d'idéologie, des lieux de débat politique, et c'est normal. Dans certains pays, ce sont des lieux d'avant-garde, ce sont les derniers promontoires du refus, c'est les lieux où la société, où une partie de la société rappelle à la société son idéal, ses valeurs, etc., etc. C'est des lieux où quand l'obscurité tombe, ben, on veille, quoi. On veille, on fait en sorte que ça ne tombe pas. C'est les derniers lieux où le pouvoir de la pensée et du savoir doit s'opposer à toutes les hégémonies. Et c'est très significatif que moi, je considère que la fermeture de l'université c'était une attaque contre l'université. Ce n'était pas juste une décision administrative, c'était une attaque contre tout ce que représente l'université. Et ça dit, et ça dit quoi de la crise sociétale, je dirais, profonde que notre pays a traversée et dont on espère qu'elle sortira bientôt. La fermeture de l'Université de Dakar comme attaque de l'université s'est aussi retrouvée de manière concrète par le fait qu'elle a été un des théâtres de confiscation des droits démocratiques et également de la militarisation de la police, de l'espace public de manière plus générale, avec en illustration la violation des franchises universitaires en juin 2023 à Dakar par l'incursion de la police sur le campus et tragiquement au mois de février dernier à Saint-Louis par la mort de deux étudiants, Alpha Yoro Tunkara et Prosper Clédor Senghor, tués par des gendarmes. Il y a cette mesure administrative d'une violence inouïe qui a engendré un certain nombre de conséquences irrémédiables, avec le décrochage de beaucoup d'étudiants, dont certains ont pris les dangereuses routes de l'exil vers l'Europe et l'Amérique du Nord,
Et il y a cette violence concrète qui littéralement tue. Comment est-ce que vous lisez l'ampleur de la violence qui frappe aujourd'hui, à Dakar, à Saint-Louis et ailleurs, les campus universitaires? Moi, je dirais que c'est le reflet de la société. C'est la violence qu'on voit en fait au niveau de la société qui est très vite, qui se bascule très vite dans l'espace universitaire. De plus en plus, la société sénégalaise, l'espace public est enclin à être un lieu de violence, de violence verbale, de violence psychologique, de violence physique. Et donc, bien entendu, à un moment donné, on ne fait plus focus sur l'humain, sur la sacralité du corps humain, sur la dignité humaine. Et bien entendu, l'université, c'est un petit lieu qu'on sort, en fait, qu'on extrait plus ou moins de la société. Et c'est ce qui explique cette violence-là. En réalité, c'est juste une continuité de la société. Aujourd'hui, quand les détenus qu'on a entendus il y a quelques semaines nous expliquent comment ils ont été extirpés, certains de leur maison, certains chez des gens ou un peu partout, et puis de la pire des manières, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce que l'humain représente aux yeux de cette société-là, mais aux yeux des forces de l'ordre et de défense. Sauf que ici, surtout qu'ici, qu'il s'agit de ces forces de l'ordre et de défense. Et donc, on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de les former davantage à ce qu'ils aient une considération plus accrue de l'humain en tant que tel, pas seulement dans l'université, dans l'espace universitaire, mais dans notre société. Aujourd'hui, si on en arrive à avoir 2 morts en moins de quelques semaines à l'université Gaston Berger, comme ça a pu arriver aussi à l'université Cheikh Anta Diop, on en a connu, ça veut dire que, euh, en fait, on ne voit pas forcément l'université comme un lieu de savoir, tout simplement, comme un lieu qui doit vraiment propager, transmettre le savoir. On le voit tout simplement comme un lieu où se retrouvent des gens et on en a fait en fait une banalité. Une banalité qui s'est accrue avec le régime en place, et d'où justement la fermeture dont il était question tout à l'heure. Mais en même temps, on a vu que depuis, si je ne m'abuse, depuis 2021, juin 2021 ou février 2021, je ne sais plus, il y a eu en fait une certaine une multiplication de la présence des forces de l'ordre un peu partout dans les rues de Dakar, de Saint-Louis, dans les villes essentiellement. Et quand on voit ces représentations, quand on voit ces appareils répressifs présents dans l'espace public, il y a lieu de se poser des questions. On n'est pas en guerre et pourtant on avait l'impression. Le président de la République, sous un ton très menaçant, disait cela ne va plus jamais se reproduire. Finalement, ça s'est reproduit. Il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de tensions. Et c'est vraiment cette violence-là qui est très, 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 très présente, très énergique dans l'université. Au-delà de la présence des forces de l'ordre et de défense, on a la violence au sein du campus social, avec notamment les amicales, entre autres, qui dépassent des discussions, des échanges constructifs, qui va au-delà. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est aussi au sein de ces amicales-là qu'on retrouve une certaine violence qui ne dit pas son nom. Et est-ce dû à la politisation de ces organisations-là, de ces amicales, ou pas? Moi, je dirais oui, il y en a beaucoup, mais en même temps aussi, c'est parce que finalement, le campus pédagogique, à défaut de jouer son rôle, forcément, il va y avoir des conséquences au niveau du campus social. Ouais, l'analyse que je ferai de la violence, elle sera sur plusieurs plans. Effectivement, quoi, il y a eu des micro-foyers de violence dans les universités ces dernières décennies. Quand j'étais à Gaston-Berger, ou quand j'enseignais encore, je voyais bien qu'il y avait des antagonismes
dans l'espace des associations, dans les universités, et que des fois, ça pouvait se comme terminer avec certaines formes de violence, et que l'espace académique n'était pas préservé des tensions sociales, et n'était pas ce lieu-là où la paix de l'esprit régnait tout le temps. Donc, on peut en relever des causes structurelles, des causes conjoncturelles. Mais je pense que ces épisodes de grande violence qu'on a vécu ces 3 dernières années sont liés à la grande violence de l'État contre le corps social. C'est le fait que l'État ait choisi, parmi les moyens qui sont à sa disposition, d'exercer une, une forte coercition contre les citoyens qui n'étaient pas d'accord. Et dans ces citoyens-là, la masse estudiantine est une frange importante. Donc, c'est cette violence globale-là qui a débordé dans le champ universitaire. Et cette violence-là, bien évidemment, je la rattache à un rapport État-société qui relève du fait colonial. Et depuis le fait colonial, on n'a pas réinventé le rapport entre l'État et ses citoyens. Et on n'a pas réinventé les formes de gestion des antagonismes entre les citoyens et l'État. Donc, on est censé être dans un État démocratique où les gens ont le droit de s'exprimer, de revendiquer, de ne pas être d'accord, de manifester. Mais on a connu 3 ans de répression violente et létale de ce droit à manifester, de ce droit à exercer sa liberté d'opinion, et des forces de l'ordre ou des forces de défense et de sécurité à qui on a donné une sorte de blanc-seing, puisqu'il y a eu des morts en 2021, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de responsable destitué, des morts en 2023, et on a commencé à installer sur ces 10 dernières années une culture de l'impunité et une culture de l'autorisation de la violence létale. Et ça, c'est un fait, je dirais pas inédit, mais en tout cas, dans ces 20 dernières années, c'est un fait inédit. On nous rapporte qu'au tournant des années 68, il y a eu des violences létales importantes. Mais dans la conscience récente des Sénégalais, nous n'avions pas connu ça. Et je me rappelle très bien qu'un mort, 2 morts, 3 morts, c'était excessif. C'était excessif. Je me rappelle de Balaguer à l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar. On s'en rappelle, il y avait un jeudi noir, il y avait des manifestations, des commémorations. Et il y avait une sorte de limite, une ligne tracée de l'inacceptable et de l'intolérable qui a été élargie. Le tolérable, de ce point de vue-là, a été totalement élargi par les énormes violences dont on parle. On parle d'une soixantaine de morts selon le rapport d'Amnesty. Et jusqu'à présent, on n'est pas en mesure de nous faire un bilan exact. Et ces morts-là, une partie importante sont le fait de tirs d'armes à feu à balles réelles sur des populations qui sont désarmées. Et ça c'est le grand fait. C'est le grand fait qui englobe le reste. Et donc, du coup, il y a eu aussi une culture de l'antagonisme qui a été instituée entre les étudiants et les forces de l'ordre depuis très longtemps, des répressions violentes de grève. Et cet antagonisme a été nourri. Il y a des pays où, quand les gens manifestent, les forces de l'ordre sont instruites, éduquées, formées pour qu'il y ait zéro redébordement, pour parler aux individus avec respect, pour éviter que la tension monte. Je pense à l'Allemagne, où il y a un vrai travail qui a été fait pour qu'il n'y ait aucune forme de violence physique, je ne parle même pas de violence létale. Et dans nos espaces, c'est l'inverse, c'est-à-dire une répression aveugle, extrêmement violente, et surtout, ce qui fait que si on ne réforme pas profondément ces institutions-là, surtout une impunité derrière. Les 2 jeunes qui ont été tués à Saint-Louis, ben rien. Leurs familles vont faire leur deuil, vont pleurer leur mort, mais aucune action en justice. Et une loi d'amnistie a été votée qui couvre ces faits de 2021 à 2024. Et alors que c'était l'occasion de faire le point sur le rapport État-société, sur la violence étatique, sur la production de la décitoyenneté qui résulte de ce rapport-là et sur l'interrogation de ces causes profondes. Mais comment est-ce qu'on retourne une violence qui avait été exercée sur nous, anciens colonisés, contre nos populations? Comment est-ce qu'on les administre? Comment est-ce qu'on gère les antagonismes? Et comment est-ce qu'on en fait des masses à réprimer quand elles ne sont pas d'accord, plutôt que des citoyens à élever et à édifier? Et je pense que c'est ça le problème de fond. Et c'est devenu, et c'est inacceptable. C'est inacceptable pour un État qui se réclame être une démocratie et un État de droit. Et donc, du coup, les jeunes, ils payent le tribut le plus fort, mais c'est les racines de cette violence-là et l'imaginaire de cette violence. Et où est-ce que ça se loge? Dans les institutions qui exercent ce monopole de la violence légitime sur les citoyens. Et, et de mon point de vue, ça amène une vraie réflexion qui n'est pas de trop, qui n'est pas anticipé. Il y a des pays qui réfléchissent à la police, à comment la repenser, à comment lui enlever ses fonds, à comment réinventer ses missions. Je pense que sous nos cieux, c'est absolument urgent quoi, d'avoir une réflexion sur ces violences-là policières, sur la violence de l'univers carcéral et sur toutes les violences qui sont infligées aux citoyens lorsque ceux-ci ben, ont l'outrecuidance d'exprimer leur désaccord et de l'exprimer dans des voies qui semblent être les leurs.
Le 5 février dernier, l'Assemblée nationale, par les députés de la coalition au pouvoir et ceux du Parti démocratique sénégalais, le PDS, votait pour un report de l'élection de 10 mois. Le même jour, une centaine d'universitaires signent une pétition appelant à restaurer la République. Et la semaine suivante était mis sur pied le collectif des universitaires pour la démocratie, dont vous êtes tous les deux membres, Felwine et Ndeastu. Nous, enseignants et chercheurs de toutes les universités publiques au Sénégal, avez-vous déclaré, disons non au bafouement de nos idéaux démocratiques, au piétinement de nos valeurs de liberté, de dignité, non à l'avilissement de nos institutions politiques et sociales. Nous exigeons le respect du peuple. Fin de citation. Dans la crise que traverse le Sénégal, quel a été le sens de mettre en place ce collectif? Le sens de mettre en place ce collectif, je pense qu'il est double, qu'il est double, dirais-je. Dans la mesure où, d'un bord, on avait déjà l'habitude de voir, je dis tout le temps, les universitaires dans leur monde, dans les amphis, très déconnectés plus ou moins de ce qui se passe. Et on pense d'ailleurs l'universitaire comme cet être déconnecté de sa société. Alors que l'universitaire est avant tout un citoyen et un être à part entière de la société, qui subit de plein fouet ce que vivent les citoyens, ce que vit le reste de la société, puisqu'il en fait partie. Et donc, à partir de là, on ne pouvait pas, je pense que les universitaires ne pouvaient pas rester complètement à l'écart de cette décision d'abroger le décret qui convoquait le corps électoral pour le 24 février, dans la mesure où on sortait du droit. On sortait du droit, on sortait carrément du domaine de la justice et on touchait quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la Constitution et la charte qui nous unit tous. À partir de ce moment, ça explique qu'il y ait en fait une certaine convergence entre les universitaires pour pouvoir se former en collectif. D'un autre bord, il y a le fait que dans ces universitaires, il y a des gens qui sont des juristes qui étaient à même de pouvoir expliquer de manière un peu plus profonde, avec une certaine technicité, en quoi le chef de l'État était en train justement d'être dans l'anticonstitutionnel. Et donc, ces deux acteurs réunis permettaient en fait d'expliquer le pourquoi du collectif des universitaires pour la démocratie, mais pas que. Parce qu'en en fait, ça, c'est en termes de conjoncture, c'est vraiment conjoncturel. Mais pour le long terme, en fait, cela s'explique parce que tout simplement, on sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'une certaine connexion entre les universitaires, les politiques, la société pour pouvoir se construire au quotidien. Parce que la démocratie, c'est pas un acquis, c'est quelque chose qui se construit, qui se déconstruit, qui se réfléchit et qui aussi tient sur un modèle qui est discuté. Et dans cette discussion-là, les universitaires ne peuvent pas être écartés et ne se doivent pas non plus eux-mêmes être écartés. Ils doivent participer à cette construction de dynamique démocratique pour aller de l'avant, mais pour aussi réussir ce qu'on appelle faire nation, mais faire nation en tout en restant indivisible par rapport à tout ce qu'on a construit jusqu'ici. Et donc, ce collectif vient à temps. Il est né à partir effectivement de cette crise conjoncturelle, mais c'est quelque chose, je me dis, qui devait avoir lieu, qui devait se faire depuis longtemps. Il n'est jamais trop tard. Et donc, à partir de là, vu comment ça se construit petit à petit et comment ça va se structurer en interne, non seulement il y aura des actions sur le plan politique, mais aussi sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan des imaginaires. Et tout ça rentre dans la construction d'une nation, de peuples avec une certaine histoire réfléchie, pensée et surtout discutée. Oui, en effet, quoi, comme vient de le dire Néastou, je pense qu'il y a eu un événement qui a déclenché et qui a cristallisé euh, le collectif. Ça a été cette suspension
du processus électoral par le président de la République. Avant, il y avait des universitaires qui, d'un point de vue individuel, prenaient leur plume et s'exprimaient sur les affaires de la nation. Et je pense que même en 2012, il y a eu un collectif qui s'appelait Devoir de résistance qui avait été créé pour lutter contre la troisième candidature de Wade aux élections présidentielles. Une fois que les élections de 2012 ont été faites, ce collectif s'est dissous et les uns et les autres sont repartis à leurs affaires. C'était peut-être une erreur. Et l'histoire donc, récente de ces 10 dernières années nous a appris que probablement il fallait organiser la veille intellectuelle, la veille universitaire, et comme dit Léa Astou, créer un cadre structurel d'interaction entre le corps social et l'université, en dehors des prises de position individuelles des uns et des autres, et l'organiser, le penser, le structurer comme une force, comme une proposition, et comme une manière de s'engager au-delà de la transmission de connaissances dans les amphithéâtres et de la diffusion, et que le rôle de l'universitaire et que sa mission ne se limite pas à celle-ci. C'est un individu, c'est un citoyen qui doit jouer son rôle. Et quand la nation ou la République est en danger sous prétexte d'arguties juridiques, ben justement, quoi, les juristes, les universitaires avaient ici un rôle important à jouer, d'expliquer, de clarifier, de lutter contre le propos idéologique, de ramener le droit à sa place, de faire en sorte qu'on serve le droit pour le bénéfice de la nation et pas le contraire. Et je trouve qu'ils ont été instrumentaux, surtout les juristes, dans cette séquence-là, quoi, d'explication, de diffusion, et aussi les universitaires qui sont les constitutionnalistes ont aussi été très importants dans le travail de dissémination de la compréhension de la Constitution, de la bonne compréhension des articles, et de montrer en quoi l'état de droit était un état de droit et en quoi il fallait respecter un certain nombre de dispositions, quelles étaient les limites des, du pouvoir du président, etc., etc. Mais je pense que si on remonte un peu plus loin, si on regarde la fondation de l'État du Sénégal, ça est quand même ça n'est quand même peut-être pas des universitaires, mais des intellectuels qui ont fondé l'État sénégalais et la nation sénégalaise. Je veux dire, si on remonte, quoi, et qu'il y a toujours eu une sorte d'articulation de tout, du pouvoir de l'intellectuel et du pouvoir du politique. Et selon les moments, il y a eu des moments où les intellectuels ont été cooptés pour venir construire la nation. C'est le temps du Parti unifié de Senghor. Cheikh Anta Diop a résisté avec le BMS et le Front national sénégalais, mais il y a eu quand même tout un travail de cooptation des djaïstes qui ont intégré l'UPS. Donc, il y a toujours, donc le pouvoir étant absolu, il a toujours voulu absorber toutes les autres formes de pouvoir, et le pouvoir de l'esprit et de la pensée a toujours été sous tentative d'absorption et d'anthropophagie du pouvoir politique. Mais il y a une dialectique intéressante. Durant le fait colonial, les premiers intellectuels, les instituteurs, les gens qui ont été formés dans les écoles de l'administration coloniale ont été très, très importants dans la prise de conscience sur la situation coloniale et ont été à l'origine des premiers mouvements politiques pour réclamer l'indépendance des pays de l'Afrique occidentale française. Donc on peut faire une généalogie longue en montrant que bien ils étaient dans une relation ambiguë avec les humanités occidentales, puisque le fait colonial voulait créer des supplétifs, des administrateurs coloniaux, mais ils ont utilisé cette position-là, et ils l'ont subverti, et ils ont nourri la demande indépendantiste. Et, et donc, ils ont été très cruciaux à cette époque-là. Il s'est trouvé qu'au tournant des années 80-90, juste avant la décennie 2000, on les a moins entendus dans la scène de l'histoire politique et sociale de leur nation. Et il y avait une sorte de fonctionnalisation du rôle de l'universel et de l'intellectuel, et une sorte de distance qui s'est créée entre lui et les préoccupations sociétales. Et je pense que les crises de 2012 ont un peu réveillé, mais celles de 2021 à 2024 ont vraiment cristallisé. Et peut-être que là, on s'est rendu compte que c'était devenu d'une urgence vitale de rendre à la société ce qu'elle nous avait donné, c'est-à-dire un espace de réflexion, de penser sur ses propres dynamiques à elle, et que notre rôle ne pouvait pas se limiter juste à transmettre des savoirs en vue du marché du travail, mais que quand la société était en crise, que nous avions un rôle à jouer, quoi, et que le rôle de la pensée est absolument fondamental. Donc, elle éclaire d'une part, mais elle limite aussi les dérives des pouvoirs autoritaires. Elle critique, elle a un rôle critique qui est absolument important. Entre la théorie, l'idéologie et la praxis, il y a toujours un hiatus. Et l'université doit être dans cet espace-là pour dire qu'il y a une inadéquation entre les idéaux qui fondent notre être ensemble et la pratique réelle de notre être ensemble. Et là, on a vu, quoi, une république démocratique, en principe, mais les pratiques qui devaient fonder notre vivre ensemble étaient des pratiques autocratiques, pour ne pas dire dérives dictatoriales. Et là, il était impérieux, quoi, que les universitaires s'organisent et jouent le rôle, quoi. Et je pense que durant cette séquence de 2024, qui n'est pas terminée, mais dont on espère que nous nous acheminons vers
Donc, vers le bout du tunnel et vers la fin, je trouve que la mobilisation a été importante et qu'ils ont joué un rôle déterminant. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment rendre durable cette présence-là à travers des activités citoyennes qui me connectent le monde académique et le monde citoyen dans le long terme et qui fait que nous n'attendions plus la prochaine crise pour nous remobiliser et nous déployer et que nous entretenions quoi, une sorte de rapport avec la société parce que nous faisons partie de la société et c'est absolument important que nous jouions ce rôle. Et lorsque j'ai observé ce qui se passait au Sénégal, quand je le compare à d'autres pays qui ont connu d'autres types de crises, on voit très bien que le fait d'avoir délégitimé l'autoritarisme, d'avoir mis des arguments dans l'espace public, d'avoir produit des récits qui étaient en phase avec le réel. Parce que l'une des premières oppressions, c'est d'opprimer et de voiler l'oppression, comme pas des discours idéologiques. Et le premier travail des universitaires et des intellectuels, c'est de remettre le récit au bon endroit. C'est de nommer l'oppression et la rendre visible. Et donc, la rendre inacceptable d'un point de vue éthique et moral. Et donc, du coup, de réfréner les ardeurs de ceux qui veulent opprimer dans le silence et dans le mensonge. Et je trouve que ce rôle-là, ils l'ont bien tenu, nous l'avons bien tenu et qu'il a été important dans toutes les luttes que la société sénégalaise a menées. Quoi. Et que c'est en principe, c'est ce qu'on attend aussi de nous dans une situation de ce genre. Alors, Déastou, tout à l'heure, tu expliquais que l'Université de Dakar se remettait déjà d'une crise latente, même avant sa fermeture en juin 2023. Ce à quoi s'ajoutent des questions de fond, celle du sureffectif à l'Université de Dakar, des problèmes d'orientation également, d'employabilité, ou encore de centralisation des moyens face aux autres universités du pays. L'université sénégalaise aujourd'hui, est-ce qu'elle est adaptée aux enjeux et aux besoins de la société? On dit, je ne dirais pas qu'elle est adaptée, pas du tout. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il serait important de la repenser. Elle n'est pas adaptée pour plusieurs raisons. Tu as souligné tout de suite, Florian, justement la surpopulation, les problèmes d'orientation. Ça ne touche pas seulement l'Université de Dakar, hein, ça commence à toucher Saint-Louis. On sait tous et toutes que l'Université de Saint-Louis, avant, n'y était orientée qu'une certaine catégorie d'étudiants qui avaient la mention, etc. Et donc, très tôt, il y avait une certaine sélection qui était faite. À l'Université de Dakar, cette sélection était moins restrictive encore, et donc il y avait certaines possibilités d'orientation, surtout à la faculté des sciences juridiques, à la faculté de lettres, de sciences humaines, entre autres. La sélection se faisait en médecine, dans les facultés de sciences, etc. Mais aujourd'hui, on se pose la question de savoir, mais pourquoi on forme ces étudiants? Qu'est-ce qu'on leur offre en fait? Que ça soit en droit, en médecine, c'est clair, c'est bien dessiné, c'est par rapport aux besoins très souvent des hôpitaux, ils sont en stage de façon très constante. Chez nous, à la faculté des sciences juridiques et politiques, on peut en parler, on forme des étudiants jusqu'au master. Ils ne font pas de stage. Jamais. C'est pas prévu. Et donc, du coup, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui en termes de professionnalisation, en termes d'employabilité? Est-ce que ce sont des étudiants qui sont prêts à rentrer dans le monde du travail ou pas? Ben, très souvent, non. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ne savent pas manier l'ordinateur, qui ne savent même pas envoyer un email, qui ne savent pas écrire, rédiger un curriculum vitae et rédiger une lettre de motivation. Et donc, ce ne sont pas des gens qui sont disposés à rentrer dans le monde professionnel. Et normalement, l'université, en plus de transmettre le savoir, donc créer, donc ça c'est le côté innovation et recherche. L'université doit permettre aussi au monde du travail justement de pouvoir être effectif. Et donc, de permettre aux étudiants de pouvoir rentrer directement ou sortir d'un master, après l'obtention d'un master, après l'obtention d'une licence professionnelle, de pouvoir très, très rapidement trouver du travail. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe. On sait tous aujourd'hui ce que les jeunes rencontrent comme problème pour avoir un stage, rien qu'un stage, parce que tout simplement, ils ne sont pas préparés à trouver du stage. D'ailleurs, le temps ne le leur permet même pas.
Le calendrier universitaire est tellement perturbé qu'on n'arrive même pas à trouver une place, un mois, 2 mois, pour que les étudiants puissent avoir un stage quelque part, puissent se former. Et puis, autre chose, c'est que qui arrive à l'université? Qui arrive à l'université, moi, je pense personnellement que tout le monde ne peut pas aller à l'université, c'est pas possible. Et donc, il faudrait trouver des moyens de capter certains, c'est-à-dire à partir de l'obtention du BFM, à partir de l'obtention du bac un peu avant, de pouvoir professionnaliser, de créer en fait des certifications aujourd'hui qui sont à même en fait de permettre aux jeunes de pouvoir trouver du travail rapidement sans pour autant atteindre le niveau universitaire. Après l'obtention du BFM, avoir des brevets professionnels, des certificats, peu importe, mais qui permettent aujourd'hui de répondre aux besoins actuels du monde professionnel. Par exemple, de façon très, très banale, on sait tous qu'on a chacun dans son quartier des mécaniciens un peu partout, mais sauf que ces mécaniciens ne sont pas formés. Et ils ont de plus en plus de problèmes avec aujourd'hui tout ce qu'on voit en termes d'automobile, en termes de mécanique, qui va, qui constitue une sorte de symbiose avec toutes les nouvelles technologies, tout ce qu'on a comme IA, intelligence artificielle. Et donc, quand on n'est pas formé pour ça, on peut plus en fait être aux normes et on peut plus même réparer une voiture électrique en panne. Ça pose énormément de problèmes. Et donc, ces jeunes-là doivent être formés et être à même de pouvoir remédier à cela. Cela sans pour autant arriver à l'université. Idem, quand on dépasse le cap du bac, pouvoir aussi mettre en place des licences professionnelles, mais de vraies licences professionnelles, qui permettent à l'étudiant, à partir de la première année, de la deuxième, troisième année, à chaque fois de pouvoir s'arrêter pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire des stages, pour être vraiment prête à rentrer dans le monde professionnel, à être un professionnel. Et donc, aujourd'hui, quand on voit l'université, on voit des étudiants qui arrivent jusqu'en master, qui n'ont aucun rapport avec le monde du travail, mais pas du tout un rapport, qui sont complètement déconnectés de ces milieux-là, qui ne savent que rédiger un mémoire et encore, ça dépend parce que parfois, il y a des étudiants qui te disent arriver au master qui n'ont pas du tout d'ordinateur, qui ne peuvent pas rédiger leur mémoire. Ça arrive, on en voit. Et donc, ça montre encore ce que Félix disait tout à l'heure, comment les politiques considèrent l'université, quelle place ces derniers donnent-ils à l'université dans leur programme, dans leur action publique de manière générale. Ça doit être pensé en amont. C'est-à-dire, on doit se dire, ben, on oriente tel nombre d'étudiants à la faculté des sciences juridiques et politiques, ça doit s'expliquer. Ça ne doit pas se faire parce qu'on veut se débarrasser d'un certain nombre d'étudiants. Ben, prenez-en tout tant que vous en pouvez et puis le problème est réglé. Non, le problème n'est pas réglé. Le problème va s'intensifier. Va s'intensifier comment? Parce qu'on va créer des diplômés sans emploi. Et aujourd'hui, on en a énormément. Avant, c'était des maîtrisards, comme on les appelait. Aujourd'hui, c'est des docteurs sans travail qu'on a de plus en plus. Parce que tout simplement, on ne les prépare pas à être effectifs quant à leur professionnalisation. On les prépare pas à être opérationnels, tout simplement. Opérationnels en termes de recherche, ils n'ont pas les moyens, mais opérationnels aussi, tout simplement, pour rentrer dans les entreprises, pour rentrer dans l'administration. Il y a des problèmes qui se posent de plus en plus. Hormis ceux qui passent, qui font le concours des concours de manière générale, des concours de l'administration publique, comme l'ENA, par exemple, entrer dans l'ENA, alléger, etc. Hormis cela, tout le reste n'est pas préparé du tout à être opérationnel en entreprise. On fait les entreprises, d'ailleurs, les entrepreneurs le disent, ils font ce qu'ils peuvent pour les former en interne.
Il y a pas cette jonction-là entre le monde professionnel et le monde universitaire. Il n'y a pas du tout de tremplin et ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, je pense qu'en termes de formation, le principal problème de l'université, c'est ça, c'est l'adéquation en fait de la formation. Pourquoi on forme, comment on doit les former et puis à quelle fin. Pourquoi on oriente, comment on doit les orienter et à quelle fin. Et qui doit être orienté justement. Parce qu'on se rend compte aussi que après l'obtention du bac, il y a aujourd'hui des étudiants qui ont 9, 8 de moyenne qui passent quand même, qui ont le bac. Ce n'était pas pensable il y a quelques années. Mais bon, c'est une politique de l'État et c'est une politique qui est très irresponsable en réalité. Ndeye Astou est revenue sur la question de l'employabilité de la formation et puis elle a absolument raison. Elle a absolument raison. Ça, c'est l'un des défis. Mais j'aimerais juste remonter à l'histoire, quoi. Parce que les universités africaines, en tout cas celles de l'Afrique de l'Ouest, lorsqu'on regarde leur histoire, celles qui sont nées autour des indépendances ou un peu plus loin, celles de Nairobi, celles de Dakar, celles de Makerere, elles ont résulté d'une volonté de l'administration coloniale. Elles n'ont pas résulté de la volonté des nations africaines indépendantes de se doter d'instruments leur permettant de résoudre leurs problèmes sociaux. Et ce sont des universités, si on les regarde, elles ont subi très peu. Il y a eu quelques transformations structurelles dans le temps, mais en dépit du nombre important d'enseignants-chercheurs issus du continent qui les ont rejoints, surtout à Dakar, ça a été à partir de 68, lors de la grève des étudiants de 68, il y avait une vraie demande d'une africanisation de l'université et il y a eu une sorte de substitution des coopérants progressifs et des chercheurs sénégalais ont intégré. Il y a eu même des lois qui ont été votées pour empêcher, à partir des années 70, de recruter des coopérants français. Donc ça a été un mouvement. Mais le contenu des enseignements a été calqué sur celui des universités mères occidentales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le colon appartant a laissé un instrument de perpétuation de l'hégémonie et de représentation de soi, et un instrument qui inscrivait les autres, donc les colonisés, dans un rapport de subalternité. Et cet instrument a été l'université. Et donc, c'est un lieu où on a tenté de former des agents de reproduction d'une vision de l'Afrique qui a été fabriquée ailleurs pour ancrer la domination et la perpétuer. Et le pouvoir étant lié fondamentalement à la représentation, ben, ces universités, au départ, ont été conçues comme le couronnement d'un projet civilisationnel, je dirais colonial. Et on n'a pas fait le travail fondamental de destruction de ce projet civilisationnel colonial. Et donc, l'autorité coloniale, en créant nos universités, ben, a figé, a créé une représentation qu'elle souhaitait d'elle-même. Et donc, du coup, ce travail-là, il reste encore à faire. Si on prend l'histoire de l'université de Dakar, on peut remonter à 1918, où il y a eu la première école de médecine, une école africaine de médecine qui a été créée dans l'AOF à Dakar. Ensuite, en 1936, on crée l'IFAN. En 50, on crée un institut des hautes études avec un certificat en physique et en biologie. Et en 57, on crée l'université de Dakar, qui est rattachée à l'université de Bordeaux, à l'époque, qui est financée par la France coloniale, à l'époque, et dont les contenus, et donc on considérait même que c'était la 18e université française. Et donc, du coup, ce n'est qu'en 59 que que l'université ouvre ses portes, mais il y a tout cet héritage épistémologique qu'il ne faut pas oublier. Et donc, du coup, euh, les universités américaines, lorsqu'elles se sont créées, elles ont imité les universités européennes du XIIIe siècle, du temps de la scolastique, mais rapidement, elles ont modifié les universités pour faire en sorte qu'elles répondent aux besoins des sociétés américaines. Les universités asiatiques ont mimé les universités américaines, mais rapidement, elles les ont transformées pour répondre aux besoins des sociétés asiatiques. Il n'y a que les universités ouest-africaines, en tout cas, j'exclus l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, et aussi le Nigeria un peu et le Ghana, mais dans notre espace sahélien, nous n'avons pas opéré une transformation radicale de nos universités pour qu'elles répondent aux besoins de nos sociétés. Ndeye a indiqué les besoins en termes d'emploi et d'adéquation de la formation à l'emploi, mais il y a les besoins en termes de production d'imaginaire, en production de discours, en production de représentation de soi, en production de sciences sociales africaines. Il y a eu un travail important chez Valentin Moudimbe, chez Kwasi Wiredou, pour réfléchir à ce que seraient des sciences sociales ou des humanités qui prennent en charge les problématiques que les sociétés africaines posent et quel type de rupture épistémologique il faut pour porter un regard sur les problématiques des sociétés et produire des humanités qui s'inscrivent dans le gradient des civilisations africaines sans tomber dans une forme d'essentialisme, parce qu'il y a ce débat entre universalité du savoir et savoir spécifique. C'est pas aussi simple que ça. Il y a des savoirs qui sont
universels, parce que sciences, mathématiques, biologie, mais les savoirs qui sont liés aux humanités, ben, si on a envie de faire une sociologie de la Casamance, je ne suis pas sûr que Max Weber ou Durkheim, qui ont observé d'autres sociétés pour tirer leurs lois sociales, sont très adéquats si on ne pense pas ces sociétés-là dans leur substrat culturel, dans leur histoire, dans leur dynamique historique, etc., etc. Et ça manque fondamentalement. Pour répondre aux besoins des sociétés, il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut en comprendre les dynamiques, donc il faut leur appliquer les instruments épistémologiques adéquats. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un besoin fondamental de rupture épistémologique, de décolonisation des savoirs. C'est un débat qui a lieu dans toutes les universités du monde. Et bizarrement, les universités où on a le plus besoin de le faire, ce débat-là existe, mais il est très timide. Et ce débat-là ne s'est pas encore aujourd'hui transformé en une vision de repenser fondamentalement les curricula et repenser les humanités qui doivent être enseignées dans nos universités. Et donc, du coup, il y a ces deux problèmes-là. On a un legs colonial qu'on a du mal à défaire dans le temps, et il y a une profonde nécessité de repenser c'est quoi l'espace universitaire, quel est son rapport à la société, à quoi il sert et comment c'est un agent transformateur et comment est-ce qu'on le connecte avec les besoins des sociétés, oui, et les besoins en emploi fondamental, mais les besoins épistémologiques, les besoins en savoir, en compréhension et aussi les besoins en discours, en ordre du discours africain, les besoins en représentation. Et ces trois éléments-là sont les trois pieds de la crise. C'est-à-dire que, et puis, ils doivent être résolus et donc, du coup, euh, une rupture transformationnelle, elle est absolument nécessaire dans nos espaces académiques. Et même la manière dont on pense le savoir et la manière dont on le dissémine dans le corps social. Je veux dire, est-ce que les formats que nous avons aujourd'hui sont les formats les mieux adaptés, etc., qui sont nos clients ou qui sont les récipiendaires de ce savoir-là, et comment est-ce que le savoir doit contribuer à la transformation de la société. Donc, les universités ont un rôle actif à jouer dans dans ce projet-là, mais faudrait-il que l'on prenne le temps fondamentalement de les repenser en profondeur. Parce qu'il y a les problématiques infrastructurelles qui souvent reviennent lorsqu'il y a des débats des États généraux, la pléthore, les effectifs pléthoriques, le manque de moyens, toutes les problématiques qui reviennent, que l'on essaie de traiter tant bien que mal, mais on oublie les problématiques épistémologiques, comme si elles n'étaient pas importantes et comme si elles n'étaient pas fondamentales dans ce que l'université doit être. Donc on est souvent sur des questions d'infrastructure, de moyens, d'organisation de l'université, mais comme si le contenu des enseignements était inamovible, il devait être là, il ne bougeait pas, et que ce n'était pas fondamentalement le cœur de la révolution académique. Et justement, la vision de quel type d'enseignement, pourquoi faire, en vue de quoi, etc., etc. Non, justement, Félix, dans un texte que tu avais publié en août dernier, intitulé Nous tenir éveillés, tu écrivais que la bataille qu'il faudra mener quand cette saison sèche de la démocratie sera passée est celle de la refondation de nos institutions. Deastou, dans un texte plus récent, publié le 6 mars dernier, intitulé Se relever, rendre impérativement justice et se reconstruire, tu salues, face à la désintégration des fondements de notre vie collective, le combat de dignes filles et fils, intellectuels de tous bords, qui se battent, font couler encre ou sang pour le maintien d'un contrat social qui évolue. Pour ce qui est de l'université, vous avez tous les deux relevé les critiques qui se font entendre sur la déconnexion des intellectuels avec les enjeux de la société, ou encore le côté hermétique de la forteresse académique. Dans cette refondation en perspective, une fois ces années de plomb dépassées, quelle politique universitaire et quel avenir concevez-vous pour l'université? Je pense que, en fait, en termes de politique universitaire, on va pas penser l'université de façon esselée. On va penser tout un ensemble. Ce qu'il y a, on parle d'une refondation des institutions, justement, ce qui veut dire que en fait, tout doit être repensé. C'est vraiment tout ce qui tourne autour de la République du Sénégal qui doit être repensé aujourd'hui. Felwine le soulignait tout à l'heure avec justement tout ce qui était héritage colonial, tout ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, qu'on ne se pense pas. Qu'on ne se pense pas fondamentalement. On n'a pas créé cette rupture épistémologique, outre que dans les universités, de façon générale. C'est-à-dire que nos repères systématiques, c'est vraiment l'Occident dans tous les domaines. Et donc, à partir de ce moment, la politique universitaire qui va avec d'autres politiques, avec une action publique de manière générale, devrait se baser
sur nous, nos fondamentaux. C'est-à-dire faire des allers-retours entre le passé, ne pas forcément s'extraire totalement en fait de certaines de ce qui nous lie en fait à l'Occident. Non, on ne peut pas réinventer forcément la roue, mais c'est sûr qu'une chose est claire. Tout à l'heure, Félix parlait de la Casamance. Et effectivement, en termes de sociologie, de sciences humaines, on ne peut pas faire appel à Weber, à Durkheim, etc., alors qu'ils n'ont pas forcément étudié ces sociétés-là. Il y a un décalage total. Et donc, ce décalage-là, tant qu'il existe, on ne pourra pas du tout penser université. Et je pense que le problème fondamental, c'est en termes de cursus, c'est en termes de curricula. Qu'est-ce qu'on met dans l'enseignement à l'université? Euh, à la fac de sciences, à la fac à la faculté des sciences juridiques et politiques, à la faculté de médecine, entre autres. Donc, il faudrait repenser par domaine et puis créer aussi une synergie. Qu'il n'y ait pas forcément les juristes entre eux, les économistes entre eux, qu'il y ait vraiment des discussions interdisciplinaires, s'ouvrir vraiment à cette interdisciplinarité, je pense que c'est quelque chose de primordial et se penser en tant que société avec une histoire et puis une société qui se développe et qui est en connexion perpétuelle avec le monde extérieur. Tant qu'on ne met pas en place une politique sérieuse qui n'aura rien à voir avec l'infrastructure qu'on va mettre en place, mais tout à voir avec les formations qu'on va donner, qu'on va dispenser dans les universités, je pense qu'on aura tout faux. Et jusqu'ici, on n'interroge pas ce fondamental-là, on n'interroge pas la formation, on n'interroge pas les besoins au niveau de l'université. Et donc, je pense que la première chose à faire en termes d'enseignement supérieur, ce serait ça, ce serait se repenser en termes de formation. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on est prêt à prendre. Donc, répondre à toutes ces questions-là. Au-delà de ces questions de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend, il faudrait aussi qu'il y ait justement ce dont nous parlons depuis tout à l'heure, nous parlions depuis tout à l'heure, c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait aussi une connexion entre les chercheurs, les enseignants-chercheurs et les politiques. Parce que les politiques ne sont pas forcément à même de savoir ce qui se passe dans l'université. Quels sont les besoins des universitaires, des étudiants de l'université de manière générale. Et donc, il faudrait qu'il y ait une certaine interconnexion des discussions et les politiques publiques aujourd'hui, encore une fois, on a beau se dire que c'est une affaire de politique, non, c'est une affaire de discussion, c'est une discussion entre des catégories différentes, entre des experts, des chercheurs, des politiques, et c'est cette synergie-là qui crée et qui rectifie des choses de façon perpétuelle, tout en faisant appel à des savoirs différents, à des savoirs politiques, à l'action politique, à des savoirs aussi de façon un peu plus imagée. Et donc, c'est ce tout-là dont on a besoin, en fait, pour l'université sénégalaise de façon générale. Mais je pense que c'est ce qu'on retrouve aussi dans les universités francophones africaines qui touchent aujourd'hui, que ce soit le Niger, le Mali, les pays francophones, dits francophones de façon générale. Mais pour ce qui est du Sénégal, c'est vraiment un impératif de pouvoir vraiment s'arrêter et de pouvoir aussi réfléchir de ce qu'on veut réellement en tant qu'université. Quelle université voulons-nous? C'est la question en fait à laquelle il faudrait répondre. Oui, en fait, je pense que la crise nous a tous appris et on est absolument d'accord là-dessus qu'il y a une nécessité de refonder la nation, la République, le contrat social et les institutions là où les choses elles s'instituent. Et généralement, je pense que lorsqu'on pense refondation, on pense système juridique, puisqu'on a beaucoup souffert de la crise du régime juridique. On pense constitution, on pense institutions qui établissent la République, l'état de droit. Et peut-être qu'on oublie un peu que l'université est une institution aussi à refonder, qu'elle est aussi importante à refonder que les autres institutions sociales. Que bien évidemment, le contrat social et économique doit être refondé. Il y a une vraie demande d'équité économique, de justice sociale et économique. Donc, on l'entend dans les demandes.
Il y a une demande de citoyenneté, de liberté publique, de droit. Je veux dire, les récits horribles qu'on a entendus des gens qui ont été élargis, les conditions dans lesquelles ils ont été incarcérés, violentés, non respectés dans leurs droits. Donc nous indique ici en chantier. Mais ce qu'on oublie, c'est que le savoir est l'armature dogmatique fondamentale d'une société. C'est là où les choses se nouent. Et que les savoirs nous révèlent des mondes et nous en cachent d'autres. Et que les savoirs informe nos subjectivités et informe notre vision du monde. Le monde est une phénoménologie. C'est avec les yeux du savoir qu'on voit la pluralité des mondes dans le monde. Et que fondamentalement, la révolution profonde est une révolution épistémologique. Sinon, on peut lutter pour produire de nouvelles formes sociales et elles rentrent dans un processus d'entropie si on ne pense pas les savoirs qui sont derrière les formes sociales que nous voulons produire. Et c'est la révolution absolument la plus profonde. Le problème, c'est qu'elle se cache. Elle tient le corps social dans un endroit et puis elle ne se montre pas. Et la révolution des regards et la révolution des compréhensions du monde, c'est l'université le lieu. Et c'est vraiment une question fondamentale. Donc, quelles sont les exigences d'une telle institution en regard à la société et, euh, et quels sont les types de savoirs qui vont être accueillis dans l'université? Nous avons été convaincus que nous ne sommes que des consommateurs de savoirs produits ailleurs, de savoirs dits scientifiques, alors que nos corps sociaux, depuis la nuit des temps, produisent des savoirs pluriels, des savoirs que l'on peut qualifier de scientifiques, des savoirs qui relèvent d'épistémologie et autres, qui ont permis à nos sociétés de durer, de survivre, de répondre à leurs besoins, de se soigner, de rendre la vie durable et pérenne, de faire face à leurs chocs sur la longue durée. Et ces savoirs-là n'ont pas de place dans nos universités, puisqu'ils n'ont même pas la dignité de savoir. C'est-à-dire qu'on ne considère pas, on les affuble d'un certain nombre de sobriquets, puisqu'il y a une sorte d'hégémonie épistémologique violente de l'ordre du savoir dit scientifique, qui est un rapport au monde, mais qui n'est pas le seul le savoir sur le monde. Et je pense que là, il y a un chantier important d'être dans un espace où il y a une pluralité de savoirs qui sont accueillis. Et je pense que nos universités, et c'est un projet sur lequel vraiment je travaille sérieusement avec d'autres académiques, on a même une infrastructure, un lieu, doivent devenir des pluriversités, doivent accueillir la pluralité des savoirs que les humains produisent. Ici en Afrique, en Amérique latine, en Europe, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans divers champs, doivent repenser les disciplines. Il y a un travail épistémologique à faire. Il y a la transdisciplinarité, mais on peut même les réinventer. Pourquoi ne mettrait-on pas ensemble l'anthropologie, l'histoire et la sociologie? Parce que les objets sociaux ont une épaisseur. On a appris à les découper en petites portions et à leur appliquer un atomisme qui date de 2000 ans parce qu'on a singé la méthode scientifique des sciences expérimentales, alors on devrait pouvoir observer les objets sociaux dans leur épaisseur, avec une pluralité de regards. Donc, les universités du continent doivent non seulement opérer des révolutions épistémologiques, mais doivent aussi accueillir une pluralité de manières de connaître qui sont qui existent, qui sont opérants, et les remettre dans le chantier, et les réactiver, et les réinventer, et les hybrider, et produire de nouvelles connaissances. Et ce chantier-là, il me semble absolument important. Donc, du coup, cette institution-là, elle mériterait qu'on y consacre plus de temps, plus d'énergie au regard de ce à quoi elle sert de manière visible, ce que nous voyons, le savoir, l'emploi, la connaissance, la société, et ce que nous ne voyons pas en fait, c'est-à-dire la manière dont elle construit nos subjectivités et nos regards sur le monde. Et ça, c'est absolument fondamental. Et c'est parce que nous avons des subjectivités, que nous sommes des êtres en action, et que tout le reste, l'économie, le politique en découle. C'est parce que nous sommes des êtres en action que nous sommes des êtres sociaux et politiques. Mais fondamentalement, ce qui fait de nous des individus, ce qui forme nos subjectivités, ben justement, ce sont les savoirs et les imaginaires qui sont les nôtres. Et ce lieu-là est un lieu qui doit être investi de manière absolument importante et le continent a énormément de choses à apporter à lui-même et au reste du monde s'il fait ce travail de se réapproprier un certain nombre de savoirs qu'il a et qu'il les met au service, au bénéfice, justement, quoi, de ses humanités à elle, de ses sociétés et du reste du monde. Alors, sur cette réflexion sur le chantier de refondation de la pluriversité, notre échange touche à sa fin. Feluine et Astou, je vous remercie pour votre temps. Un grand merci, Florian, pour nous avoir donné l'opportunité d'avoir cette belle conversation. Quoi, et un grand merci à Néas. Donc, je suis heureux d'avoir passé cette heure avec toi et Merci Florian. beaucoup, Léon. Merci beaucoup, Feluine. C'était aussi un moment d'échange intéressant.
Et c'était un plaisir. Alors, merci beaucoup à tous les deux et à bientôt. Merci, à bientôt.